Bonjour mes amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va faire une émission exclusivement en français. Et je vous informe que de plus en plus, on va essayer de faire des émissions en français parce que, comme vous le savez aussi, nous avons un public qui parle français. Nous avons un public qui parle français, nous avons euh, les pays de l'AES. Quand vous prenez déjà les pays de l'AES, vous avez le Niger, vous avez le Burkina Faso. Tout le monde ne parle pas, effectivement, tout le monde ne parle pas le Bambara, hein. Certains parlent Djoula, mais c'est pas tout le monde qui parle Bambara. Et puis, nous avons, même au Mali ici, hein, au Mali même ici, chez nous ici, tout le monde ne parle pas Bambara, hein, ça, il faut le dire. Au lieu même d'aller chercher loin, cherchons à côté. Donc, c'est pour vous dire que en dehors même des pays de l'AES, dans les pays de la CEDEAO, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, qui suivent nos émissions, qui veulent comprendre ce qu'on dit. Et on est obligé de faire de temps en temps les émissions en français. Et on va essayer d'en faire de plus en plus. En fonction du nombre de vues, hein, en fonction du nombre de vues, de la visibilité que ces émissions vont avoir, on va voir si on peut faire beaucoup plus. Et maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de visibilité, on va finir par cesser et se concentrer sur le Bambara. Alors, on va parler du Sénégal aujourd'hui. On va parler du Sénégal. On va parler du Sénégal. On va pas parler du voyage du président Bassirou Diomaye Faye ici au Mali et au Burkina Faso, mais on va parler plutôt de la pêche. Vous savez, l'Union européenne, elle est fâchée. Hein, pour vous dire clairement les choses, l'Union européenne, elle est fâchée contre le Sénégal. Elle est fâchée contre le Sénégal parce que les dirigeants sénégalais qui sont venus, ils ont dit, bon, écoutez, nous, les nouveaux dirigeants sénégalais, on veut que, bon, voilà, nos populations qui vivent de la pêche, hein, à peu près, je crois, c'est 17% de la population active, hein, vivent de la pêche au Sénégal. Ils disent, bon, voilà, nous, on veut que nos populations puissent profiter de la pêche parce que depuis 1900, je crois, 79, hein, depuis sous Léopold Sédar Senghor, depuis ce temps-là, euh, il y a des accords. Il y a des accords qui ont été passés entre la France et le Sénégal. Des accords qui font que, bon, voilà, les bateaux, les grands bateaux européens peuvent venir pêcher les poissons jusque dans les eaux territoriales du Sénégal. Et puis, ils raflent tout le poisson, ils amènent tout chez eux là-bas. Et entre-temps, au même moment, ils disent, bon, écoutez, on prend du poisson, on s'en va avec. Mais en même temps, ils disent, bon, voilà, on va aussi vous, essayer de vous appuyer sur le plan de la pêche. Donc, vous voulez appuyer des gens sur le plan de la pêche. Vous voulez développer l'industrie de la pêche, vous voulez les aider, mais vous partez avec le poisson. Alors maintenant, mais si vous développez l'industrie du poisson, hein, oui, et que vous-même vous partez avec le poisson, mais finalement, ils vont pêcher quoi? La question, c'est ça, ils vont pêcher quoi? Mais c'est quand même rigolo. Parce que vous savez, lorsque nos pays ont pris leurs indépendances dans les années 1960, c'est-à-dire la France et l'Union européenne derrière, ils se sont mis en fait à faire une mitraillette d'accord avec nous. Oui, accord sur la monnaie. Oui, accord sur la monnaie. Il faut que le franc CFA fasse des accords là. Accord de défense militaire, il faut qu'on fasse cela. Accord sur la pêche, il faut qu'on fasse cela. Et accord de ceci, accord de cela. Et il y a plein d'accords que nous ignorons probablement, mais nos dirigeants le savent. Et à un moment donné, il faut savoir arrêter avec ces accords léonins, les accords qui font que, bon, voilà, la France, l'Union européenne s'en va avec 80%, 90%, et nous, on a 5-10%. Et malheureusement, c'est des choses qui se faisaient avec nos dirigeants. Avec nos dirigeants. Bah oui, ce sont nos dirigeants qui sont là, qui sont au service du président français. Et là encore, je le dis, je dis ce que Ousmane Sonko a dit qui est très important. Vous savez, il ne faut pas faire, mais vraiment pas faire de confusion, hein, entre les dirigeants français qui sont en train de nous martyriser, qui sont en train de faire des accords léonins, qui sont en train de nous taper dessus, qui sont en train de nous faire très mal, c'est ces dirigeants et la population française, la population elle-même. Parce que vous savez,
Si on ne fait pas la distinction entre eux, on risque de faire mal à la population française. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français avec lesquels nous sommes mariés. Il y a beaucoup de Français avec lesquels nous vivons, nous vivons ensemble, ils nous donnent des informations, ils nous aident. Je vous donne un seul exemple. Il y a de ces documentations, il y a des documents qui sont uniquement dans les pays européens, en Europe, au niveau de l'administration européenne, etc. Mais c'est la population française qui sort avec ces documents et qui nous remet ces documents afin que nous puissions développer nos argumentaires. Mais ces documents-là, si cette population ne nous avait pas donné cela, comment on allait faire? Il y a encore en Europe des journalistes qui sont très sérieux, qui sont patriotiques et qui ne veulent pas que leur patrie tombe sur d'autres pays. Il y en a quelques-uns encore. Et ces journalistes, souvent, c'est sur leurs émissions que nous, on s'appuie pour faire défendre nos émissions. C'est sur leurs déclarations que nous nous appuyons pour faire nos émissions. Tout comme il y a des militaires encore en Europe qui sont de vrais patriotes, qui sont exemplaires, qui font des livres. Et dans leurs livres, ils disent, ah oui, franchement, en toute réalité, quand on a été au Mali, quand on a été au Niger, quand on a été dans tel et tel pays, on a eu à faire ça, quand on est parti au Rwanda, on a fait ça. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il y a des journalistes, il y a des militaires, il y a des coopérants, des anciens ambassadeurs, tout ceci, il y a de très bonnes personnes. Moi, je me rappelle, il y a un ancien ambassadeur français qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Je vais essayer de me rappeler de son nom. Hein. Voilà, je vais parler de Christian Rouillet. Il faut toujours retenir ce nom-là. C'est important. Hein. Il faut retenir ce que je vous dis. Il faut retenir son nom, Christian Rouillet. Christian Rouillet, je vais d'ailleurs essayer de vous mettre une de ses photos. Vous allez voir, pendant que nous sommes en train de parler là, je vais chercher une de ses photos. Voilà ce monsieur qui a été nommé comme ambassadeur français ici au Mali. Mais le monsieur, à un moment donné, on l'a limogé. Et pourquoi on l'a limogé? Parce qu'on trouve que, bon voilà, il est un peu trop proche, des Maliens, voilà. Il aime trop les Maliens, c'est quelqu'un qui dit certaines vérités, hein. Voilà, le monsieur, à un moment donné, lorsque nous, on combattait le MNLA, hein, quand on combattait le MNLA, c'est le monsieur qui dit, non, non, mais écoutez, franchement, il a dit au ministre des Affaires étrangères à l'époque, français, hein, le ministre des Affaires étrangères français à l'époque, si je me rappelle très bien, à l'époque en France, ça devait être, je crois, ça devait être Laurent Fabius, je crois bien. Ça devait être un certain Laurent Fabius. Mais il a dit clairement à Laurent Fabius, il dit, mais monsieur Fabius, si vous voulez connaître moi mon avis, par rapport à la situation qu'il y a au Mali, par rapport aux crises qu'il y a au Mali, si vous voulez connaître moi mon avis, c'est que les Maliens, ils ont raison. Les Maliens, ils ont raison parce que les Maliens, ils ne peuvent pas accepter, que le MNLA se mette avec Ansardine, hein, ils combattent l'armée malienne, ils tuent les Maliens, et après ce même MNLA, vous voulez la France, vous voulez collaborer avec eux, vous voulez que l'armée française fasse des patrouilles avec eux. C'est ce monsieur qui l'a dit. Vous voyez la photo de ce monsieur-là, il faut bien retenir. Hein. C'est ce monsieur qui l'a dit. Il dit non, non. Il dit, mais écoutez, il a dit clairement, hein. Il a dit clairement, il dit non, mais que vraiment que l'armée française veut venir au Mali. L'armée française veut venir patrouiller. On veut venir faire des patrouilles avec le MNLA. Hein? L'armée française veut venir faire des patrouilles avec le MNLA. Mais que c'est pas possible. Mais que les Maliens ne peuvent pas comprendre que l'armée française fasse des patrouilles avec le MNLA. Que M. Fabius, vous vous rappelez pas, mais que c'est le MNLA qui s'est associé avec Ansardine. Le MNLA s'est associé avec Ansardine. Le MNLA, pour les gens qui ne le savent pas, c'est le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Hein. Ils ont une république, ils ont un pays qui n'existe pas là, hein, qui n'existe que dans leur tête. Hein. Ils appellent cela Azawad et ils disent que c'est une république, etc. Et chaque 6 avril, ils sortaient pour faire des manifestations d'indépendance, et puis voilà, et ils avaient leur drapeau, etc. C'était énervant. Et malheureusement, la France, elle soutenait cela. Et c'est ce sont ces choses-là qu'il faut changer. Si la France, elle veut changer ses relations avec nous, les Africains. Moi l'autre jour, j'ai vu
une sénatrice, non, une ambassadrice, c'est-à-dire elle a été nommée ambassadrice par le président Macron pour qu'elle vienne en Afrique, pour essayer de voir ce qui se passe en Afrique, comment faire pour se réconcilier avec l'Afrique, etc., tout ça. Mais elle s'y est mal prise. Elle s'y est mal prise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, son objectif, c'est d'essayer de créer, je veux dire, c'est de créer des narratifs. Elle, son objectif, c'est ça. Elle est partie devant les députés français. Elle leur a dit non, il faut qu'on crée des narratifs qui vont aller à l'encontre des gens qui s'opposent sur nous sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on les combatte sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on les combatte à travers France Média Monde, donc TV5, RFI et toute la cliquaille. Il faut qu'on les combatte, il faut qu'on fasse. Mais non, mais madame, c'est pas comme ça. Une ambassadrice qui est envoyée, il faut venir voir les Africains et leur dire bon voilà, bon en réalité, qu'est-ce qui va pas? On va vous dire ce qui va pas. On va vous dire ce que vous avez fait et qui va pas. Et là, vous allez dire, d'accord, bon, on va essayer de corriger cela. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, non, leur objectif, c'est par exemple, quand moi j'ai fait une telle émission comme ça, hein, cette émission dans les commentaires, ils vont essayer de trouver des gens qui vont aller dans les commentaires de mon émission et qui vont mettre des commentaires négatifs, qui vont essayer de déconstruire ce que je vais dire. Et c'est ça leur objectif. Et là, ce n'est pas réglé. Nous sommes des millions d'Africains, on est plus nombreux qu'eux. On est plus nombreux. Aujourd'hui, les Africains sont plus, les Africains sont plus nombreux. Les Africains qui parlent français sont plus nombreux que les Français eux-mêmes. Il faut se rendre compte, il faut se rendre compte de cela. Les Africains qui parlent français sont plus nombreux que les Français eux-mêmes. Donc, du coup, on est plus nombreux que vous. On est plus nombreux que vous. Et si on doit faire le combat sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas gagner ce combat contre nous. Alors, autant essayer de venir nous rencontrer, discuter avec les Africains, et peut-être qu'on va se comprendre. Voilà, ce monsieur Christian Rouillet, c'est un ancien ambassadeur français qui fait partie des amis de l'Afrique, qui fait partie des amis du Mali. C'est ce monsieur qui a dit à l'armée française, non, il ne faut pas organiser des patrouilles avec le MNLA. Si vous organisez des patrouilles avec le MNLA, vous allez créer des problèmes. C'est ce qu'il a dit à l'armée française, c'est ce qu'il a dit aux dirigeants français, parce que c'est le MNLA qui s'est associé à un Sardine en 2012 pour tuer les militaires maliens à Aguelok et ailleurs. Et puis ils nous ont chassés du nord. Et si vous, l'armée française, vous venez maintenant en sauveur et que vous vous mettez avec le MNLA, ça n'ira pas. Ce monsieur, il a été limogé. Le jour qu'il a dit ça là, 2-3 jours après, on l'a dégagé. On a dit, bon, lui là, il ne comprend pas, et il faut partir, on l'a dégagé. Vous voyez? Donc, nous, on retient l'histoire récente. Donc, ces Français, par exemple, lorsque vous allez considérer, c'est-à-dire ce monsieur, comme tous les autres dirigeants français qui sont en train de nous faire du mal, vous allez faire une grosse erreur. Par exemple, il y a des ambassadeurs français qui sont venus ici au Mali qui ne, vous m'excusez de le dire, hein, qui ne valent absolument rien. Prenez le cas de Gilles Huberson. Il y a un monsieur qui s'appelle Gilles Huberson. Ah non, ce monsieur-là, c'est pas la peine. J'ai pas envie d'être insolent, voilà, j'ai pas envie de mal parler en fait, quoi, parce que tout le monde me connaît comme quelqu'un de très poli. Mais franchement, Gilles Huberson, ce n'est pas la peine. C'était un moins que rien, un véritable esclavagiste, ce monsieur. Vous voyez. Et Gilles Huberson est de la même espèce que Jean-Yves Le Drian. C'est des esclavagistes. C'est les gens qui pensent que nous sommes, nous sommes toujours dans la période coloniale ou encore dans la période où on faisait l'esclavage. Gilles Huberson est comme ça. Et enfin, je veux vous parler d'un ambassadeur qui s'appelle, comment il s'appelle, Nicolas Normand. Nicolas Normand, voilà. Ce monsieur qui, au départ, hein, Nicolas Normand, au départ, il disait certaines vérités. Il était vraiment exemplaire. Ah, mais après, il a retourné sa veste. Oh là là, maintenant, il est en train de taper sur le Mali, sur nos pays. Mais de toute manière, on va se retrouver devant là-bas. Alors, ça, c'est juste une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. C'est pour vous dire que quand on parle des dirigeants français qui sont en train de nous faire du mal, à notre continent, et qui font qu'on n'a pas envie de voir la France ici, on a envie de les dégager de partout, mais c'est pas comme ces quelques personnes que j'ai présentées. Hein. Même les journalistes de RFI qui ont été tués à Kidal, là, il y a un mystère autour de cela. Au Mali, ici, ce qui se dit ici au Mali, dans la mémoire collective des Maliens ici, ce qui se dit, c'est que ces journalistes, lorsqu'ils sont arrivés à Kidal, ils ont découvert la vérité. Ils ont commencé à découvrir certaines vérités. Ils ont découvert que la France, ben, ce qu'elle prétendait faire, hein, elle est venue sauver nous, nos Africains ici, les Maliens. Ils ont compris que la France, elle était en train d'alimenter le terrorisme dans le nord du Mali.
Et quand ils ont compris cela, avec ces informations, et puis quelques images, quelques témoignages, alors là, on s'est dit non, il ne faut pas qu'ils vivent. Parce que ces gens, s'ils repartent en France, à Paris, ils vont diffuser ça. Et à notre avis, c'est ce que nous, on pense ici. C'est ce qui a fait qu'ils ont été tués. Voilà. Donc, je voulais juste fermer cette parenthèse-là pour que les gens ne fassent pas la confusion entre le peuple français, hein, qui nous aide beaucoup, souvent, très souvent, dans ce que nous faisons, hein, et une minorité de dirigeants qui nous font du mal, qui continuent à essayer d'esclavagiser, qui continuent à faire du néocolonialisme chez nous, hein, eh bien, ces quelques dirigeants-là, ils le font en se cachant même parfois au peuple français lui-même. C'est la raison pour laquelle leurs radios, RFI, TV5, etc., ne sont pas émis en France. Hein. Il n'y a pas d'émissaires, ils ne sont pas très bien connus là-bas. Hein. Très peu de gens connaissent ces radios et puis ces télés là-bas. Alors maintenant, on revient au Sénégal. Excusez-moi de la digression. Hein. On revient au Sénégal. Puisque les Sénégalais, ils ont dit, les nouveaux dirigeants, là, ils ont dit, bon, écoutez, bon, voilà, bon, nous, on n'est pas trop d'accord, hein, parce que vous, l'Union européenne, là, vous venez prendre tout le poisson ici, et puis vous nous donnez un peu d'argent par an, bon, nous, on n'est plus d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne dit, ah ouais, d'accord, donc vous n'êtes plus d'accord. Ok, c'est bon, donc on va vous donner un carton jaune parce qu'il y a la pêche illicite, illégale qui se fait chez vous là-bas, on ne sait pas, et puis voilà. Et maintenant, les Sénégalais sont en train de voir maintenant, de voir clair, de voir que lorsque l'Union européenne vient te voir et te dit, bon, j'ai besoin de ça, et puis à un bon prix, hein, à un prix vraiment très très bon, hein, et tu casses le prix 100 fois, 200 fois, quoi. Tu ne casses pas le prix 100 fois, 200 fois, ils ne sont pas contents. Et quand tu refuses de leur dire, bah, quand tu leur donnes ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, hein. À chaque fois toutes les tribunes du monde, hein, ils vont dire oui, le Sénégal, c'est un pays exemplaire, c'est un bon pays, les Sénégalais sont super, ils sont gentils, ils sont beaux, on va se marier avec eux, tout ça. Mais lorsque tu dis, bon, le poisson du Sénégal, bon, on va plus le donner, on va réserver le poisson pour nous-mêmes les Sénégalais, pour les 17% des Sénégalais, parmi la population active, hein, qui vit du poisson, on va leur réserver cela. Comme ça, vous, l'Union européenne, vous allez aller un peu plus loin dans les eaux un peu plus loin, là, pour chercher des poissons. Là, ils vont dire, ah ouais, c'est ça, d'accord. Bon, les Sénégalais, on va leur montrer ce qu'ils ne savent pas. Et ils vont commencer la bagarre. Et la bagarre a déjà commencé. Alors, on va y aller très rapidement sur les accords. Que contiennent ces accords déjà? Parce que les gens veulent savoir. Que contiennent ces accords? Ils disent que je vais juste vous mettre une petite photo, hein, sur l'écran pour que vous puissiez déjà voir les côtes sénégalaises, hein, comment ça se passe là-bas. Hein. Excusez-moi, je cherche l'image. Hein, voilà. Donc, vous voyez l'image, je vais la commenter un petit peu. Hein, voilà. Et je vais vous lire les accords. Que contiennent les accords controversés de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal? Dans son programme économique, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, veut renégocier les accords de pêche entre l'Union européenne et la République du Sénégal. La pêche artisanale sénégalaise est confrontée à une surexploitation des ressources halieutiques. Près de 20% de la population active du pays vit directement ou indirectement de la pêche. Vous voyez, près de 20%. Voilà, tout à l'heure, moi, j'avais même dit un chiffre là. Donc, ils disent que près de 20% de la population, hein, près de 20% de la population sénégalaise vivent directement ou indirectement de la pêche. Près de 20%. Donc, vous imaginez, quand vous prenez la population sénégalaise, la population active, au moins 20% vivent directement ou indirectement de la pêche. Donc, le président sénégalais, quand même, il doit essayer de voir. Maintenant, de quand datent les premiers accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal? Ces accords, hein, datent de 1979. C'est en 1979 que l'Union européenne, qu'on appelait à l'époque la Communauté économique européenne, hein, là, c'était à l'époque de Léopold Sédar Senghor, hein, conclut son premier accord bilatéral avec le Sénégal, alors sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Senghor, il est venu en 1960 et il est parti en 1980. Cet accord permet aux navires de l'Union européenne de pêcher dans les eaux territoriales du pays et d'accéder à une grande variété de ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, c'est les poissons et tout ce qu'il y a sous la mer, là, hein, tous ces trucs-là, tous ces êtres vivants-là, les poissons, les crabes, les trucs-là, je crois qu'il y a les écrevisses, etc., qui sont très bons d'ailleurs. Hein, voilà.
Alors maintenant, maintenant, en échange, l'Union européenne, l'Europe s'engage à aider le Sénégal financièrement pour développer ses infrastructures portuaires, hein, et son secteur de la pêche. Et c'est ça, moi, qui m'a fait rire. Je viens prendre tout votre poisson, mais en contrepartie, et les infrastructures portuaires, donc toutes les infrastructures qui vont vous permettre de faire un très bon port, etc., avoir un bon port, un excellent port pour que les gens puissent venir dans votre port. Parce que nous, les Maliens, par exemple, nous, on utilise le port de Dakar. Donc, l'Union européenne va vous aider par rapport à cela. Mais ils vont vous aider aussi dans le secteur de la pêche. Mais quelqu'un qui vient prendre tout votre poisson, là, il prend tout le poisson. Et il dit, je veux t'aider pour développer ta pêche, là. Mais tu vas pêcher quoi? Tu vas pêcher quoi? Le gars, il part avec tout. Ouais, ils sont tellement malins, ces gars-là, quoi. Mais c'est nous qui nous livrons à eux. Et maintenant, ce premier accord de 1979 sera renouvelé régulièrement jusqu'en 2014. Donc, jusque sous Macky Sall. Parce que Macky Sall est venu en 2012. Il devait partir en 2022, je crois bien. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou bien je crois que... Ah oui, non, non, c'est vrai. Parce qu'effectivement, chez eux, c'était le septennat. Hein. Après, entre-temps, il a fait un septennat. Après, il a fait un quinquennat. C'est un truc comme ça, je crois. Un truc comme ça. C'est ce qui fait qu'il a fait... Il est parti en 2024. Alors, cet accord qui a été fait en 1979, en 2014, ça a été renouvelé. Macky Sall, c'est fait sous Macky Sall. Son contenu sera ensuite fortement amendé à partir de 2014. En 2014, il y a eu des amendements. Que contient ces accords de pêche de 2014? En 2014, il a été transformé en accord tonnier avec un volet relatif aux poissons démersaux, merlu noir. Bon, là, c'est des qualités de poissons que moi, je connais même pas, j'entends parler. Hein. Conclu pour 5 ans et tacitement reconductible. Il a été en 2020 reconduit jusqu'en 2025. Donc, ça, c'est des accords qui ont été faits jusqu'en 2020. Et après, de 2020, ça a été reporté encore en 2025. Donc, c'est les tonniers. C'est des bateaux, des très gros bateaux qu'on appelle des tonniers, hein, qui viennent, ils prennent le merlu noir. Et ce sont des poissons et puis ils s'en vont avec. Et donc, vous voyez, le bon poisson, souvent, que les Européens, ils ont sur leur table, etc., là, très souvent, ils viennent de je ne sais où, hein, voilà. Comme quoi, hein, comme quoi. Maintenant, le protocole d'accord prévoit des possibilités de pêche pour jusqu'à 28 tonniers congélateurs, hein, 10 canneurs, bateaux utilisant des cannes à pêche. Bon, 10 canneurs, ça, c'est des bateaux, ça, c'est des grands bateaux, mais voilà, qui utilisent des cannes à pêche, hein, et 5 palangriers, là. Bon, là, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, voilà. Mais dans l'accord, globalement, il faut comprendre que voilà, il y a plusieurs tonnes de poissons de toutes sortes qui s'en vont chaque année, hein, voilà. Ce type d'accord entre Bruxelles et le Sénégal, voilà, est l'accès aux ressources contre une compensation financière. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi les Sénégalais, ils ont accepté cela? Parce que financièrement, on leur donne quelque chose. On dit que le protocole prévoit par ailleurs l'obligation pour les navires européens d'embarquer des marins sénégalais. Ouais, ils doivent embarquer des marins sénégalais, 50% de l'équipage au moins. L'Union européenne a mis en place des programmes de soutien à la pêche artisanale en Casamance Sud et sur la petite côte centre dans les années 2000. Aujourd'hui, Bruxelles verse quelques 3 millions d'euros au Sénégal. Il verse 3 millions d'euros au Sénégal par an. Pourquoi ces accords avec l'Union européenne sont critiqués? Cette compensation de 3 millions d'euros semble faible au regard du poids réel de la pêche dans l'économie sénégalaise. Un peu plus de 600 000 personnes vivent directement ou indirectement de la pêche. Oui. Ce chiffre représente un peu plus de 17% de la population active. Le poisson, aujourd'hui, est l'un des premiers produits d'exportation du Sénégal. Depuis plusieurs années, la surexploitation des ressources halieutiques dans la zone exclusive du Sénégal rend de moins en moins vivable évidemment la pêche artisanale. Donc maintenant, c'est dans cette zone-là, cette carte-là que vous allez voir. C'est ici qu'ils pêchent en fait. Vous voyez, quand vous voyez toute la partie là, vous voyez toute la partie presque rouge là. Voilà, c'est dans toute cette zone-là que le Sénégal, voilà, tout ça, c'est pour le Sénégal. Et ça leur appartient et puis ils peuvent pêcher là-bas. Voilà. Mais voilà, il se trouve que les bateaux européens, ils viennent jusqu'ici, ils ramassent tout, ils raflent tout et puis ils s'en vont. Voilà. Et là, il y a des soucis. Ces chalutiers récupèrent dans leur filet de petits poissons. Voilà, ils prennent
ils prennent des petits poissons, hein, et les pêcheurs sénégalais accusent ces bateaux de venir trop près de leurs côtes et de dilapider les ressources en petits poissons. Voilà. Parce qu'ils viennent, ils prennent tous les petits poissons et les Sénégalais qui doivent vivre de cela, bah, ça ne va pas du tout. Ils accusent ces bateaux-là de venir prendre tous les petits poissons, comme la sardine, les anchois, etc. Alors que ça fait nourrir la population locale. Hein. Et maintenant, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye entend renégocier ses accords de pêche avec l'Union européenne. Et le président Faye veut réserver les 12 premiers miles marins, c'est-à-dire environ 20 km depuis le littoral. Hein. Donc, depuis la côte, là, 20 km, il veut les réserver. Le président sénégalais veut réserver cela à la population sénégalaise. Et ça, c'est uniquement pour la pêche artisanale. Et il veut éloigner maintenant la pêche industrielle dans tous ces bateaux européens, les bateaux chinois, etc. Parce que les Chinois aussi, ils viennent d'une certaine manière. Hein. Ils viennent, même les Russes, on les a vus là-bas. Hein. Donc, le nouveau pouvoir sénégalais espère reconstituer les ressources halieutiques. Hein. Donc, l'accord doit prendre fin en 2025. Et voilà. Et là, ça crée un problème. Maintenant, on se pose la question, est-ce que les bateaux sénégalais les bateaux européens sont les seuls responsables? Bah non, parce qu'il y a les bateaux aussi chinois qui sont là-bas, il y a des Turcs aussi qui ont été vus, et puis il y a plein de gens qui viennent là-bas, et puis souvent ils viennent à travers des prête-noms. Par exemple, il y a des Sénégalais qui ont les autorisations, hein. Il y a des Sénégalais là-bas qui ont les autorisations, et quand ils ont ces autorisations-là, ils viennent... Ces Sénégalais négocient avec les Chinois et les Chinois, ils viennent prendre. Et là, les Chinois, quand ils se lancent dans la pêche, ils détruisent tout. Eux, ils détruisent tout. Mais c'est comme chez nous ici au Mali. Hein. Les Chinois, quand tu vas dans la région de Caille, quand tu vas à Kenyeba, dans la région de Kenyeba, Kenyeba et les zones, etc. Non, mais c'est grave. Il y a le fleuve Falémé, il faut en parler. Le fleuve Falémé, ils sont en train de tout détruire, les Chinois. Les Chinois sont en train de tout détruire. Et à un moment donné, il faut que les dirigeants prennent leurs responsabilités avec ces Chinois-là qui sont en train de tout détruire. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé de Kenyeba, ils m'ont dit c'est grave. Le fleuve Falémé, les Chinois ont tout détruit, on ne peut plus faire l'agriculture. Et les Chinois, c'est la même pagaille qu'ils foutent au Sénégal aussi là-bas. Voilà. Mais les Européens aussi, ils foutent la pagaille. Et maintenant, les Européens, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils disent, bon voilà, d'accord, bon, puisque les Sénégalais ils disent qu'ils veulent renégocier le contrat là, bah, eux aussi, ils ont donné un carton jaune maintenant aux Sénégalais. Pêche illicite. L'Union européenne adresse un avertissement formel au Sénégal. Bruxelles a identifié le Sénégal comme pays non coopératif dans la lutte contre la pêche non déclarée et non réglementée. Et il lui a adressé un carton jaune. Vous voyez ça un petit peu. Et là, c'est la bagarre qui va commencer. La Commission européenne a adressé un carton jaune en guise de premier avertissement à l'encontre du Sénégal en raison de ses pratiques de pêche jugées illicites, alors même qu'un accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal expire en novembre. L'exécutif européen a identifié le Sénégal comme pays non coopératif dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée. Vous voyez, donc c'est comme ça que Palabla vient, comme les Ivoiriens le disent là. C'est comme ça que Palabla vient. Pêche illicite non déclarée. Voilà. Donc maintenant, c'est la bagarre qui va commencer maintenant. L'exécutif européen, voilà, je l'avais dit, à la suite de plusieurs années de lacunes et d'un manque de coopération, a-t-il annoncé dans un communiqué. Donc, bon, l'Union européenne, là, pendant que Macky Sall était là-bas, là, il y avait les mêmes problèmes. Mais puisque Macky Sall n'avait pas remis en cause la pêche, là, donc ils ont dit, il n'y a pas de problème, on a laissé passer. Mais maintenant, là, que ceux-ci, ils ont remis en cause. On dit non, non, il y a la pêche illicite, il y a des gens qui viennent prendre des poissons, qui ne respectaient pas les lois, et ça ne va pas du tout. Et voilà. Et maintenant, en cas de non-conformité prolongée et persistante, les pays visés par un tel carton jaune peuvent se voir attribuer un carton rouge, entraînant des sanctions comme l'interdiction d'exporter leurs produits de la mer vers l'Union européenne. Pour l'heure, la Commission va entamer un dialogue formel avec Dakar pour lui laisser la possibilité de réagir et de remédier à la situation dans un délai raisonnable. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre dans ça, là, ce n'est pas compliqué. Hein. Ce qu'il faut comprendre globalement, c'est extrêmement simple. On va finir avec notre émission, c'est très simple. Puisque le Sénégal veut renégocier les accords de pêche, parce que le Sénégal veut que la plupart des Sénégalais, moins de 20% de la population active, à peu près, vivent de la pêche, le Sénégal veut quand même essayer d'en faire profiter à sa population, parce que c'est des êtres humains aussi.
Ils ont besoin de vivre dans le confort aussi, de bien vivre, de bien manger, de bien dormir, etc. Eh bien, puisqu'ils ont décidé de se... Bon, l'Union européenne dit, ouais, oui, mais on avait vu des problèmes là. Les problèmes, ils les avaient vus, hein. Depuis sous Macky Sall, ils avaient vu les problèmes là. Mais puisque Macky Sall n'avait pas remis en cause leur contrat, donc il n'y avait pas de problème. Maintenant que ceux-ci remettent en cause les accords, ah, ils disent, mais il y a des problèmes qu'on a vus. On va vous donner un carton jaune. Et s'ils donnent le carton jaune peut devenir un carton rouge. Et après, tous les produits de la mer qu'il y a au Sénégal ne pourront plus être exportés vers l'Union européenne. Et là, c'est un gros marché que ceux-ci vont perdre. Vous voyez. Donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. En tout cas, si moi j'étais le gouvernement sénégalais, parce que déjà, il y a un audit qui a été lancé, hein, si moi j'étais eux, je n'allais pas reculer. Je n'allais pas reculer, je vais à fond, parce que il y a des pêcheurs, il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont obligés d'aller chercher des poissons en Mauritanie, hein. Ils vont en Mauritanie pour aller chercher des poissons maintenant. Parce que chez eux, c'est les grands bateaux qui viennent tout prendre. Et maintenant, on veut les prendre en chantage aussi. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas se limiter à ce seul accord. Il faut démonter tous les autres accords. Tous les accords injustes, il faut les démonter. Et là, j'encourage le jeune président Bassirou Diomaye Faye. Voilà. D'accord, donc c'est de ça dont on voulait vous parler. Merci beaucoup, vous qui suivez nos émissions. Et puis, on se revoit plus tard, hein. Merci.